C'est le moment de retrouver notre confrère, le journaliste Djemil Sanli, pour ses reportages mêlant actualité et questions directes aux décideurs concernés. C'est l'heure de Contre-champ. Salut Djemil, bienvenue sur le plateau. Salut vous trois, et vous chez vous aussi, plaisir de vous retrouver. Bah ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Djemil, ça fait plaisir de te revoir. C'est vrai, plaisir partagé. Et oui, tu rentres d'un sacré voyage, tu étais en reportage dans le nord-est syrien ces derniers jours. Tu as rapporté beaucoup d'images assez inédites. C'est vrai, ouais, je suis rentré hier après-midi, donc je suis un peu fatigué, désolé d'avance pour ces visages et peut-être des bugs de voix, on ne sait pas. Mais oui, je suis rentré avec des images montées ce matin et hier soir. Je suis content de vous les présenter là dans quelques instants. En tout cas, je ne pourrais pas tout vous montrer. Il y a eu des choses très difficiles à voir et puis aussi un peu, j'allais dire, beaucoup d'émotions, notamment à Raqqa, quand je suis passé sur la fameuse place où on pendait les personnes, les Daesh pendaient des gens, ou jetaient des homosexuels, vous vous souvenez de ces images-là, par-dessus un immeuble, de passer là, c'était quand même quelque chose, quoi. Mais voilà, donc le contexte est le suivant. Il y a 10 ans, à Kobané, cette petite ville du nord de la Syrie, frontalière avec la Turquie, restera le théâtre des actes héroïques des forces démocratiques syriennes, les FDS. Et souvenez-vous des YPG, cette unité militaire kurde exclusivement composée de femmes que le monde entier avait applaudi contre l'organisation État islamique, aussi appelée Daesh. Au lendemain de la fin de Daesh, les populations de cette partie de la Syrie, connue sous le nom de Rojava, ont créé l'ANES. L'ANES, c'est l'administration autonome du nord-est syrien. Un projet politique, démocratique et féministe unique dans une région du monde dominée, si vous êtes un peu doué en géographie, par les autoritarismes. Mais du coup, on espère que ça va mieux pour eux. Alors c'est ce qu'on pourrait croire, hein. C'est l'idée reçue qu'on peut avoir depuis la chute de l'organisation État islamique. Mais en réalité, cette région du monde est toujours en guerre, en zone rouge. Depuis 2016, la Turquie d'Erdogan a lancé plusieurs opérations militaires en Syrie pour officiellement repousser Daesh, mais surtout pour affaiblir les forces kurdes des YPG qu'elle considère comme terroristes. Elle contrôle du coup la Turquie aujourd'hui plusieurs zones du nord de la Syrie, comme la ville d'Afrin, située sur la carte que vous voyez près d'Alep, un peu au-dessus d'Alep, via des milices pro-turques, y menant une politique de turquisation et de déplacement forcé des populations kurdes et arabes. On en reparlera un peu plus tard, ces populations qui ont migré vers la zone du coup jaune, hein, qu'on voit sur la carte aussi. Alors la chute de Bachar el-Assad et l'arrivée de l'islamiste de HTC, Ahmed al-Shara, ont rebattu les cartes. D'ailleurs, c'est tombé il y a quelques minutes, mais al-Shara a été officiellement nommé président en ce moment du pays. Alors ça a poussé du coup les milices islamistes et pro-turques à attaquer les positions des FDS qui protègent le Rojava, notamment la vallée du fleuve Euphrate qu'on a vu sur la carte précédente, frontière naturelle entre eux, autour du barrage de Tishrin dont on parlera plus tard. Donc tu as dit Ahmed al-Shara, c'est le nouveau dirigeant de fait de la Syrie. Oui, de fait, hein, puisque non élu, mais à la tête du pays, comme je viens de le dire, et surtout d'HTC, un groupe rebelle et islamiste et djihadiste. C'est lui d'ailleurs, al-Shara, que notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a rencontré début janvier, en Syrie, à Damas. Barrot, comme beaucoup d'autres d'Occident, misant sur sa bonne volonté pour mener une transition politique dans l'intérêt de tous les Syriens et les Syriennes, notamment les Kurdes. Alors à Raqqa, j'ai demandé à Hassan Kocher, vice-président du conseil exécutif de l'ANES, dont je vous parlais juste avant, de réagir à cela. Le régime qui gouvernait depuis 50 ans ne reconnaissait pas l'existence des Kurdes. Même la langue kurde était interdite. Il y a eu beaucoup de jeunes, des gens sont tombés martyrs. C'était un régime nationaliste. Notre but est de garantir les droits du peuple kurde, mais aussi ceux des autres composantes ethniques dans la nouvelle constitution. En d'autres termes, il faut que le nouveau gouvernement soit composé de cette manière. Si le futur gouvernement est central, s'il ne reconnaît pas les droits des peuples, la diversité culturelle, les droits de la femme, il n'y aura pas de chance de réussite. En somme, le Rojava ou l'ANES est pris en étau entre l'agression turque au nord et l'incertitude du nouveau pouvoir de Damas au sud. Et la position française dans tout ça ?
Eh bien, la France a fait partie de la coalition internationale soutenant les FDS, les forces démocratiques syriennes, contre Daesh. Aujourd'hui, elle est claire et constante à travers M. Macron sur sa reconnaissance, sa dette, pour citer le président français, aux Kurdes pour avoir vaincu Daesh. Mais face à l'ingérence et aux crimes turcs, elle se tait, la France. Quelques jours avant de partir en Syrie, il y a donc une semaine, je suis allé au ministère des Affaires étrangères à Paris pour rappeler la date anniversaire des 10 ans de la libération de Khomeini. C'était le 26 janvier 2015, donc c'était il y a 2 jours. Et notre dette, donc, française, et poser la question qui nous intéresse aujourd'hui au porte-parole du ministère. Écoutez. Comment la France justifie-t-elle la différence entre son soutien affiché officiellement aux Kurdes de Syrie, on l'a vu pour les raisons, et son silence face aux pressions et aux attaques turques sur ces mêmes Kurdes de Syrie? Merci pour cette question. Aujourd'hui, il y a en Syrie, suite à la chute de Bachar el-Assad, un processus de transition politique et nous avons l'impression et nous espérons que les autorités de transition aboutiront à un système qui soit vraiment inclusif. Sur le deuxième aspect de votre question, nous sommes en lien avec les autorités turques de manière assez régulière. Ce que nous demandons aux Turcs, c'est justement de favoriser une désescalade, de cesser cette situation conflictuelle et de trouver un modus vivendi qui convienne à toutes les parties. Mais en disant cela, en fait, on renvoie aussi à la première question, qui est une question de transition politique. C'est-à-dire que la transition politique qui est à l'œuvre actuellement à Damas doit couvrir l'ensemble du territoire syrien et, encore une fois, l'ensemble des composantes de la société syrienne. Bon, alors, on ne comprend pas grand-chose. On comprend juste qu'il marche sur des œufs et il ne répond pas à ta question sur le silence français face aux attaques turques. Oui, très précisément. Et encore, j'ai condensé sa réponse en quelques secondes, alors qu'elle durait plus de 2 minutes 30, sans rien dire de plus. Ou alors, si, justement, elle racontait plus qu'un malaise, plus qu'une ambiguïté française, la position inconfortable de la France qui joue sur 2 tableaux. Tenir un discours qu'on entend, qui est bienvenu, de soutien aux Kurdes syriens sur le terrain anti-Daesh, tout en imposant un silence assourdissant à chaque exaction turque sur cette même population alliée. Un en même temps qui passe là-bas inaperçu sur place. Alors là-bas, j'ai discuté avec des gens, même des soldats, qui me disaient apprécier Emmanuel Macron, vraiment, n'ayant connaissance que des paroles symboliques, très médiatiques, car rares sont les chefs d'État à exprimer un quelconque soutien pour eux. Le 6 janvier dernier, à la conférence des ambassadeurs et ambassadrices, Emmanuel Macron a encore déclaré rester, je cite, fidèle à nos alliés dans la lutte contre l'État islamique. Il parlait là des FDS et des Kurdes qu'il a nommés dans son discours, mais pas un mot dans son discours sur l'agresseur turc qui est pourtant au cœur du problème pour ces mêmes populations. Alors, lors de mon passage à Kobané, j'ai pu visiter le cimetière des martyrs, c'est-à-dire des victimes de Daesh, mais aussi de ceux tués par les forces pro-turques, des tombes encore fraîches pour beaucoup, tant les victimes s'accumulent, comme vous le voyez sur ces images que j'ai pu donc tourner là-bas il y a 3 jours. Écoutez, Ahmed Yeya, vice-président de l'Assemblée exécutive du canton de l'Euphrate, dont la ville de Kobané fait partie, c'est avec l'interprétation en français par Chloé Troadec. Pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui dans ce cimetière? Cet endroit, c'est un endroit qui est très important pour nous, qui a beaucoup de valeur, parce que ce sont nos enfants qui sont enterrés ici. C'est notre douleur qui est enterrée ici, nos enfants, notre sang. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de la communauté internationale, ou peut-être même de notre pays, la France, pour que tout ceci puisse s'arrêter le plus rapidement possible? Ce qu'on veut de la part des États internationaux, c'est qu'ils se solidarisent avec le peuple kurde, et particulièrement un pays comme la France. La France, ce qu'on veut d'elle, c'est qu'elle arrête la guerre qui a lieu contre nous. Aujourd'hui, c'est la Turquie qui nous attaque. On veut qu'ils arrêtent cette guerre et enfin qu'ils soutiennent les Kurdes. Et enfin, qu'ils soutiennent les Kurdes, me dit-il donc en parlant de la France. Ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais c'est une critique rare et forte de la position active de la France. Car, je le disais, si les mots et les discours sont très importants, ce sont les actes qui sont attendus en fin de parcours, du concret pour arrêter le massacre de ceux et de celles qui étaient nos alliés hier contre Daesh. Alors, hier, je dis, mais encore aujourd'hui, en fait, car la réalité a changé, mais elle continue d'avancer. Daesh, certes, n'a plus de pouvoir, n'a plus de territoire, mais a encore des cellules dites dormantes, mais en fait clandestines, qui frappent encore à plusieurs endroits et qui menacent les populations. Face à eux, ce sont encore les FDS qui se battent et qui font barrage. Et on sait qu'il reste des Français là-bas. Oui, il reste des Français, même si les ex-djihadistes français ont été rapatriés et jugés en France pour association de malfaiteurs terroristes, il reste environ 200 Français sur place. Toujours au porte-parole du ministre des Affaires étrangères en France, nous avons abordé cette question.
Encore une fois, il s'agit de gens qui ont décidé d'eux-mêmes de partir en Syrie et de combattre aux côtés de Daesh. Selon nous, ils doivent être aujourd'hui jugés au plus proche de là où ils ont commis leurs crimes. Et cela, c'est un principe sur lequel nous avons toujours été constants. Il doit y avoir une justice et cette justice doit se faire là où se sont commis les faits. Et quelques jours plus tard, Djemil, tu as pu te rendre directement sur place dans un camp aux abords de la ville d'Ahlol. Exactement, hein, comme vous le voyez sur ces images, j'ai pu filmer ce camp au sol et dans les airs, chose inédite avec un drone. Un camp très complexe car abritant des populations diverses, autant des réfugiés, notamment irakiens, fuyant Daesh, que des ex-djihadistes faisant encore allégeance à l'organisation terroriste. Ce camp, qui abrite 39 000 personnes, dont beaucoup d'enfants, est donc divisé en plusieurs sections, certaines ouvertes, d'autres fermées. J'ai pu poser mes questions à la co-responsable du camp, Jihan Khalil. Pour les personnes détenues françaises, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour effectuer leur départ vers la France ? Il faut demander ça à l'État français, à son gouvernement. Vous disiez juste avant pour les étrangers, c'est au pays étranger en question de juger, de rapatrier et juger les ressortissants. Nous avons posé la question au ministère des Affaires étrangères français et celui-ci dit l'inverse. Les personnes doivent être jugées ici. Est-ce que c'est une situation qui est vouée à être bouchée pour un moment ? Très bien. Si eux, ils disent qu'ils doivent être jugés ici, qu'ils nous en donnent les moyens pour organiser un tribunal. Dans ce cas-là, oui, on pourra les juger ici. Mais pendant très longtemps, nous disions vouloir faire un tribunal international et personne ne nous a jamais soutenus là-dessus. Le camp d'Al-Hol semble alors apparaître comme une bombe à retardement. Beaucoup d'enfants, j'ai dit tout à l'heure, dans l'angle mort du champ de vision de la communauté internationale. Une charge laissée sur les bras des autorités du Rojava qui ont pourtant d'autres préoccupations urgentes. Jihan Khalil, ici que vous avez vu, nous rappelait à ce moment-là que la Turquie les attaque, encore une fois, et que cela complique la gestion du camp, régulièrement lui-même attaqué par les cellules de Daesh pour y libérer ses soutiens. Mais du coup, tu rappelles les attaques de la Turquie, où sont-elles concentrées ? Eh bien, dans la vallée de l'Euphrate, dont on parlait un peu plus tôt, ce fleuve qui marque la frontière naturelle entre les territoires contrôlés par les forces kurdes à l'est et les pro-turcs à l'ouest. Mais c'est plus précisément sur le barrage de Tishrin, sur ce fleuve donc, à cet endroit précis, que se concentrent toutes les convoitises depuis la chute de Bachar al-Assad. Au-delà de l'intérêt de l'eau, manifestement, mais aussi de l'aspect énergétique électrique, si le barrage tombe aux mains des milices islamistes, là où il est situé, il faut voir la carte pour le comprendre, et pro-turc, c'est la ville de Kobané qui sera menacée d'être isolée, peut-être d'être prise par la Turquie, comme l'a été celle de la ville d'Efrin en 2018. Écoutez, Rojilat Afrin, justement, la commandante des YPJ, cette organisation militaire kurde composée exclusivement de femmes, elle est membre des FDS. Et il faut que vous sachiez que tous ces massacres ont été commis ces derniers jours contre nos civils. Les civils qui sont allés se rendre sur le barrage pour le protéger, c'est des massacres qui sont totalement contraires au droit international et que vous devez le faire savoir. Nos camarades, le front, il est à 10 km du barrage. Le front, il n'est pas sur le barrage. Quand les gens vont sur le barrage, c'est pour protéger le barrage en tant qu'infrastructure civile, pas pour protéger le front ou faire quoi que ce soit. On comprend alors que les milices pro-turques attaquent délibérément des civils syriens. Mais hier, une étape de plus a été franchie. Pour la première fois, c'est le marché aux légumes de Saharin, une ville dans la vallée de l'Euphrate, à 40 km au sud de Kobané, donc non loin de cette zone-là, où je suis passé il y a donc 3 jours, qui a été visée par des drones turcs. Aucune installation stratégique à ce moment-là, ici, ni militaire, ni demeure, juste des civils. Une consoeur sur place a pu voir la prise en charge des blessés à l'hôpital de Kobané. Le bilan est de 12 tués, à l'heure où on vous le dit, et de 20 blessés au minimum, dont des femmes et des enfants. L'un d'eux, de ces enfants, a été admis, me racontait-elle à ce moment-là, à l'hôpital de Kobané, avec le bras arraché. Alors, je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas, c'est vraiment en ce moment que ça se passe. Aujourd'hui, c'est Kobané qui a été, ce jour a été frappé en pleine ville, proche de la frontière turque. Le bilan provisoire, cette fois, est 2 personnes tuées, notamment Azad Ali Mahmoud, qui, lui, est connu pour être un fervent défenseur de la cause kurde. Alors, plus d'infos sur ce point, sur tout ça, dans les colonnes de l'UMA, en lisant le papier de Chloé Troadec et Angéline Dédévise, nos contacts sur place. Mais du coup, il y a les blessés tués et puis il y a aussi tous les déplacés.
Il y a aussi tous les déplacés. Effectivement, on parlait un peu plus tôt dans cette chronique d'Afrin. Alors j'ai rencontré Evin Hamed, qui est une femme qui a été chassée de cette ville, elle est originaire d'Afrin, donc par les forces turques, vers Shabat, une autre ville un peu plus loin, puis avec beaucoup d'autres chassés de nouveau. Alors on a pu l'interviewer dans un refuge installé dans une école de Raqqa. Écoutez. Car lorsque nous avons quitté Afrin, il n'y avait personne sur notre route. Il y avait un couloir humanitaire ouvert pour sortir, alors qu'à Shaba, nous sommes partis encerclés par l'ennemi. Nous étions menacés en permanence, nous ne pensions pas sortir vivants. Beaucoup de monde était avec nous sur la route, des gens y sont morts. Il y a eu des enfants qui sont nés sur le chemin aussi, et ce que nous avons vécu était très dur. Ces réfugiés sont donc logés, soignés, protégés par l'ANS, les autorités locales. Certains ont même pu trouver un travail, mais la situation est toujours précaire. Notre souhait, avant tout, est de retourner chez nous. C'est notre seul but. Maintenant, si le retour à Afrin n'est pas possible, avec une garantie internationale, nous voudrons être installés dans des maisons avec des conditions meilleures. On ne peut pas vivre dans des tentes. On ne peut pas vivre dans des tentes et des écoles. Ce n'est pas une vie que de rester dans des écoles. C'est ça notre souhait. Mais face à ces ingérences turques, la France ne dit rien. Voilà, donc effectivement, même si le porte-parole du Quai d'Orsay nous dit que c'est un sujet discuté en coulisses, comme on l'a entendu tout à l'heure, officiellement, la France ne réagit tout simplement pas. La présence de la Turquie dans l'OTAN explique en partie la chose, mais la Turquie est aussi un allié commercial et sécuritaire important. Longtemps, elle a usé, vous le savez, du chantage sur le terrain de l'immigration, notamment syrienne, vers l'Union européenne, pour obtenir un rapport de force. Mais ce qui contient encore la Turquie de complètement envahir et écraser les populations locales, c'est une présence militaire des États-Unis, bien que partiellement retirée en 2019. Ce qui a permis à ce moment-là, d'ailleurs, aux Russes, alliés du régime dictatorial de Bachar al-Assad, de s'établir à plusieurs endroits. À l'époque, j'ai pu d'ailleurs voir une de leurs bases à Kamışlo, par exemple, à la frontière turque. On a d'ailleurs appris ce matin que 2 hauts responsables russes ont été reçus à Damas, une première depuis la chute d'El-Assad. Le sort des 2 bases militaires russes est alors en jeu. Mais si la France ne dit rien sur le sujet de l'ingérence turque, la gauche française marque, elle, un fort soutien. Une délégation représentant le NFP, composé de parlementaires, Daniel Simonet, du groupe écologiste, Thomas Porte, on l'a vu, de la France Insoumise, mais aussi la communiste Lamia Kirouani, du Val-de-Marne, Geneviève Garrigos, Jérôme Glaise, tous 2 conseillers PS à la ville de Paris, et Dylan Boutiflas, secrétaire international du Parti communiste, Parti socialiste, ont fait le voyage pour soutenir l'ANS et les populations. Alors je les ai interrogés dans un bus sur leur retour vers la frontière irakienne. Et en fait, on a la volonté de briser le silence médiatique et politique international qu'il peut y avoir sur la situation. Tout le monde a l'air de penser que depuis la chute de Bachar el-Assad, c'est la paix et tout va bien ici. Enfin, non. Il y a en plus la nécessité que le Rojava, la ANS, se fasse entendre du gouvernement syrien dans le processus de négociation d'une nouvelle constitution. Et par rapport à la France, qu'est-ce que la France peut faire pour aider? Elle peut mettre en corrélation ses propos et ses actes. On est aussi venu ici à la fois témoigner notre soutien, mais pour revenir en France, interpeller le gouvernement, le président de la République, mais aussi l'Union européenne, qu'on entend très peu sur ce sujet-là, pour dire qu'il faut des actes concrets contre la Turquie aujourd'hui, que les opérations militaires cessent, pour que la paix revienne. C'est le dernier endroit aujourd'hui en Syrie où il y a la guerre. C'est passé sous silence et on est venu ici dire que c'est pas possible. Il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat et permanent. Alors en conclusion, alors que la population de Kobané vient de fêter les 10 ans de sa libération des griffes de Daesh, les populations du Rojava sont toujours en lutte, en résistance pour leur liberté durement gagnée ces dernières années. Il va falloir suivre avec attention l'évolution des positions du nouveau pouvoir à Damas qui bouge, on l'a vu dans heure là, et qui, le jour de mon arrivée sur place, à ce moment-là, annonçait la volonté de démanteler les forces démocratiques syriennes. Donc là, c'est affirmé aujourd'hui, et l'évolution de l'engagement de la communauté internationale, notamment face à la Turquie. Très bien, merci beaucoup Djemil pour toutes ces images, pour tous ces éléments. Loumi, est-ce que tu as une petite réaction ?
Bah ouais, merci beaucoup, c'est hyper impressionnant. Voilà, ça ira à l'international. C'est vraiment, c'est hyper bien, je trouve, c'est précieux qu'on ait des reportages comme ça. Je me permettrai pas de commenter parce que je ne suis pas assez connaisseuse de la situation. Et justement, je me faisais la réflexion, et c'est ce que tu montres n'es pas aussi. tautologue. J'essaye, mais c'est pas si simple finalement de l'être. Il faut bien le reconnaître, des fois on a plus de difficultés, exactement. Mais aussi, ça me faisait penser au fait que justement on a une méconnaissance en général en France, c'est ce que tu disais aussi, une volonté peut-être politique d'éluder des questions, etc., une volonté médiatique, un désintérêt peut-être médiatique. Je ne sais pas comment toi tu peux expliquer ça, et justement faire un reportage comme ça, est-ce que c'est quelque chose justement du coup, effectivement, déjà, c'est pas simple à faire, mais surtout... D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui te remercient dans le chat pour ce reportage. Merci à vous, c'est super sympa. Mais au-delà de ça, il y a eu d'autres journalistes qui ont fait des papiers, des trucs super bien. D'ailleurs, il y a le papier qui va sortir ce soir ou demain dans l'UMA. Je crois demain, papier l'UMA. Mes mots sont pas dans le bon sens. Mais en fait, pour répondre à ta question, on l'a vu, c'est pas moi qui vous le dis, mais l'international, c'est pas qui les intéresse. En vérité, on le voit, les gens réagissent. Dès que c'est produit, dès que c'est là, les gens s'intéressent. Mais pourquoi les médias, eux, s'intéressent pas, les rédacteurs en chef et tout ça, c'est parce que on est tombé en France, tout du moins, dans une forme de tautologie de ce qu'il dit, le commentaire du politique français, machin, etc. On se tourne moins vers le monde, et c'est un problème. Alors peut-être de manière plus pratico-pratique, aller à l'étranger, faire des reportages comme ça, d'autant plus vidéo, ça coûte extrêmement cher en vérité. Il faut envoyer des gens, il faut faire la traduction, il faut y aller, il faut tourner, il faut monter, c'est des heures, je peux vous le témoigner, et tout ça, ça coûte de l'argent. C'est peut-être la parfaite transition pour dire de soutenir l'UMA, de vous abonner, etc. Et puis aux médias qui le font, d'autres, il y a Off Investigation, il y a plein de médias qui vont et qui essayent de faire de l'investigation, d'autant plus à l'étranger. En tout cas, c'est important. Merci beaucoup, Jamil.